En juin 1944, la division SS Hitlerjugend reçut l'ordre de défendre Caen contre l'avance britannique après le débarquement de Normandie. En 2 semaines de combat, cette division composée majoritairement de jeunes de 17 et 18 ans subit 60% de pertes. Les commandants de la Wehrmacht qui observaient les opérations depuis des secteurs adjacents consignèrent dans leurs journaux une appréciation récurrente: gaspillage inutile de vie par fanatisme tactique. Cet épisode ne fut pas une exception. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, les Waffen-SS accumulèrent des taux de perte systématiquement supérieurs à ceux de la Wehrmacht dans des opérations comparables. Tandis que la propagande du régime les présentait comme l'élite combattante du Reich, les rapports opérationnels allemands capturés révèlent une réalité plus complexe et troublante. Des unités envoyées à répétition dans des missions à très haut risque. Des doctrines tactiques qui privilégiaient le fanatisme idéologique au détriment de la préservation de la force, et une relation profondément conflictuelle avec le haut commandement militaire traditionnel. Les archives militaires allemandes conservées à Fribourg, combinées à la documentation de la Wehrmacht capturée par les Alliés et aux témoignages d'officiers des 2 organisations durant l'après-guerre, permettent d'examiner une tension fondamentale qui parcourait l'appareil militaire nazi: le choc entre le professionnalisme militaire prussien et le fanatisme idéologique national-socialiste. Les SS incarnaient le second principe. La Wehrmacht, avec toutes ses complicités, conservait des vestiges du premier. La question historiographique qui émerge n'est pas de la simple propagande ou contre-propagande. Les documents opérationnels allemands, rédigés pour un usage interne et sans intention de justification publique, révèlent que des commandants de la Wehrmacht considéraient les tactiques SS comme criminellement irresponsables, d'un point de vue purement militaire, indépendamment de considérations morales sur les crimes de guerre commis par les 2 organisations. Cette distinction est fondamentale. La critique n'était pas éthique, mais technique, ce qui la rend historiquement plus révélatrice de la manière dont fonctionnait réellement l'appareil militaire du Troisième Reich. Nous examinerons aujourd'hui cette contradiction centrale. Comment une organisation présentée comme l'élite combattante du régime opérait avec des doctrines tactiques qui, selon ses propres camarades d'armes, constituaient un gaspillage systématique de ressources humaines. Nous analyserons des ordres d'opérations spécifiques, des taux de perte comparatifs documentés dans les registres militaires allemands, ainsi que les témoignages d'officiers des 2 organisations qui dévoilent une fracture profonde dans la conduite de la guerre nazie. Origines et doctrines. 2 conceptions de la guerre. Pour comprendre le conflit opérationnel entre la Wehrmacht et les Waffen-SS, il faut examiner leurs origines institutionnelles radicalement différentes et les conceptions de la guerre que chaque organisation incarnait. La Wehrmacht héritait d'une tradition militaire remontant à l'armée prussienne du XVIIIe siècle, réformée après les guerres napoléoniennes selon les principes de Clausewitz, de von Moltke et de l'Académie militaire allemande. Cette tradition valorisait l'Auftragstaktik, tactique fondée sur la mission, où des officiers subalternes disposaient d'une autonomie pour atteindre les objectifs par la méthode jugée la plus efficace. Le concept de Bewegungskrieg, guerre de mouvement, privilégiait la manœuvre sur l'affrontement direct, la préservation de la force de combat comme ressource stratégique et l'économie des moyens. Un axiome prussien traditionnel affirmait qu'une retraite tactique réussie exige autant d'habileté qu'une offensive victorieuse. Ce professionnalisme militaire, développé au fil des siècles, cohabitait difficilement avec le régime nazi. Bien que la Wehrmacht ait largement collaboré à des crimes de guerre et à des guerres d'extermination, surtout sur le front de l'Est, sa structure de commandement conservait une certaine continuité avec des traditions militaires antérieures au national-socialisme. Les officiers de l'état-major étaient issus d'écoles militaires où l'on étudiait en profondeur l'histoire militaire, la logistique et la théorie stratégique. La promotion se fondait, au moins en partie, sur des mérites professionnels documentés. Les SS, à l'inverse, naquirent en 1925 comme organisation paramilitaire du parti nazi, d'abord garde personnelle d'Hitler. Lorsque Heinrich Himmler en prit la tête en 1929, il transforma l'organisation selon une vision radicalement différente. Les SS ne seraient pas de simples soldats, mais un ordre de chevalerie raciale, incarnant les valeurs idéologiques du national-socialisme dans leur forme la plus pure.
La pureté raciale, la loyauté absolue au Führer et le fanatisme idéologique étaient des critères de sélection aussi importants que les aptitudes militaires et souvent davantage. La création des Waffen-SS comme bras militaires des SS commença modestement en 1939 avec 3 régiments. Leur expansion durant la guerre fut exponentielle, d'environ 18 000 hommes en 1939 à près de 900 000 en 1944. Cette croissance accélérée eut des conséquences sur la qualité de l'instruction et l'expérience des officiers. Tandis que la Wehrmacht exigeait des années de formation en école de guerre pour les officiers supérieurs, les SS promouvaient largement en fonction du fanatisme idéologique et des connexions partisanes. La doctrine tactique des Waffen-SS, codifiée dans des manuels d'instruction conservés dans les archives allemandes, mettait l'accent sur des notions telles que volonté de victoire, ténacité fanatique et mépris de la mort. Le manuel d'entraînement SS Ausbildungsvorschrift de 1941 stipulait explicitement que la volonté l'emporte sur l'armement et que reculer, c'est trahir le Führer. Ce n'étaient pas de simples slogans de propagande, mais des directives opérationnelles inspirant des décisions tactiques réelles. Des documents opérationnels de la Wehrmacht, capturés après la guerre, révèlent la frustration des commandants professionnels face à cette approche. Le général der Panzertruppen Leo Geyer von Schweppenburg, commandant du Panzergruppe West, écrivit dans un rapport de juillet 1944, après avoir observé des opérations de la 12e SS Panzerdivision Hitlerjugend, « La ténacité est admirable, mais défendre des positions intenables jusqu'à l'anéantissement complet n'est pas une vertu militaire, c'est un gaspillage criminel de sang allemand. Une retraite ordonnée afin de préserver la force de combat aurait été la bonne décision. » Cette tension se manifestait aussi dans la structure de commandement. Les Waffen-SS opéraient techniquement sous le commandement tactique de la Wehrmacht sur le champ de bataille. Mais Himmler gardait l'autorité administrative et disciplinaire, créant une chaîne de commandement duale génératrice de confusion opérationnelle. Les commandants de la Wehrmacht pouvaient donner des ordres tactiques à des unités SS, mais ne pouvaient ni destituer des officiers SS incompétents, ni réorganiser des unités, ni modifier les doctrines d'entraînement. Cette structure garantissait des conflits constants. Le contraste idéologique était fondamental. Pour la Wehrmacht, la guerre était un instrument politique à conduire efficacement afin d'atteindre des objectifs stratégiques nationaux dans la tradition clausewitzienne. Pour les SS, la guerre était une épreuve existentielle raciale où la volonté et le sacrifice avaient une valeur intrinsèque, indépendamment des résultats tactiques concrets. Un soldat de la Wehrmacht était un professionnel, un soldat SS était un croyant. Cette différence philosophique se traduirait par des divergences opérationnelles mortelles lorsque ces organisations affrontèrent les réalités du combat moderne sur les fronts Est et Ouest. Front oriental, le laboratoire du fanatisme. L'opération Barbarossa, déclenchée le 22 juin 1941, fournit le premier laboratoire à grande échelle pour comparer les performances opérationnelles de la Wehrmacht et des Waffen-SS dans des conditions de combat extrêmes. Les registres militaires allemands conservés au Bundesarchiv Militärarchiv de Fribourg, complétés par des journaux d'unités capturés par les soviétiques puis transférés vers des archives occidentales après la guerre froide, révèlent des schémas cohérents éclairant les différences doctrinales entre les deux organisations. Lors de la bataille de Kiev en septembre 1941, la division SS Das Reich participa à l'encerclement des forces soviétiques avec plusieurs divisions de la Wehrmacht. Les rapports opérationnels du 9e corps d'armée documentent des cas répétés où des commandants SS refusèrent des ordres de consolidation tactique. Le 14 septembre, lorsque le commandement de corps ordonna à Das Reich d'établir des positions défensives pour permettre à d'autres unités d'achever l'encerclement, le SS Brigade Führer Wilhelm Bittrich répondit que « les SS avancent, elles ne défendent pas » et lança une attaque frontale contre des positions soviétiques fortifiées qui se solda par 400 pertes en 6 heures sans gain territorial significatif. Le général der Infanterie Hermann Geyer nota dans son journal personnel « Les SS confondent agressivité et efficacité militaire. Leur refus d'obéir à des ordres tactiques sensés n'est pas du courage, mais de l'indiscipline qui met en péril des opérations plus larges. S'ils étaient sous ma responsabilité administrative, plusieurs officiers passeraient en cour martiale. » Ce schéma se répéta systématiquement.
À la bataille de Rostov, en novembre 1941, la division SS Leibstandarte Adolf Hitler reçut l'ordre de se replier quand les forces soviétiques lançaient une contre-offensive massive menaçant d'isoler les unités allemandes avancées. Le SS Obergruppenführer Sepp Dietrich rejeta l'ordre du général-feldmarschall Gerd von Rundstedt, déclarant que les SS ne reculent pas. La division resta sur des positions exposées et subit 50% de pertes avant d'être finalement autorisée, sur instruction personnelle d'Hitler, à se retirer 5 jours plus tard, alors que la situation tactique s'était encore dégradée. Von Rundstedt adressa à Hitler un rapport détaillé protestant contre l'insubordination des SS, arguant que le fanatisme ne remplace pas le jugement militaire professionnel et que le refus d'une retraite tactique transforme le courage en suicide organisé. La réponse d'Hitler fut de destituer von Rundstedt. Cet épisode établit un précédent. Les commandants de la Wehrmacht qui critiquaient les tactiques SS risquaient leur carrière. Le siège de Leningrad fournit un autre exemple révélateur. La division SS Totenkopf participa aux opérations d'encerclement en 1942-1943. Les registres médicaux allemands analysés par l'historien Ben Shepard dans son étude Hitler Soldiers 2016 montrent que la Totenkopf connut des taux de gelure 40% supérieurs à la moyenne des divisions de la Wehrmacht dans le même secteur. La recherche médicale militaire allemande détermina que cela tenait au fait que les commandants SS interprétaient littéralement les directives de « tenir à tout prix », interdisant des rotations tactiques qui auraient permis aux soldats de se réchauffer périodiquement. Le général Oberst Georg Lindemann, commandant de la 18e armée, ordonna une enquête qui conclut « Les pertes par gel au sein des unités SS sont auto-infligées par un fanatisme mal appliqué. La préservation de la capacité de combat exige de reconnaître les limites physiologiques humaines. Les commandants SS semblent considérer qu'admettre la vulnérabilité humaine est idéologiquement inacceptable. » La bataille de Kharkov en mars 1943 illustre de façon dramatique les conséquences opérationnelles de ces différences doctrinales. Les divisions SS Leibstandarte, Das Reich et Totenkopf furent concentrées au sein du 2 SS Panzerkorps sous le commandement du SS Obergruppenführer Paul Hausser. Hausser avait été officier professionnel du Reichswehr avant de rejoindre les SS, ce qui lui apportait une perspective singulière. Au cours de la bataille, Hausser fit preuve d'une flexibilité tactique inhabituelle pour un commandant SS, employant des manœuvres de flanc et une guerre mobile qui minimisaient les pertes allemandes tout en maximisant celles des soviétiques. L'opération fut un succès, Kharkov fut reconquise avec des pertes allemandes relativement modérées. Cependant, ce succès suscita une controverse au sein des SS. Himmler exprima en privé sa crainte que Hausser n'adopte des méthodes trop proches de la Wehrmacht et que la victoire par la ruse tactique valait moins idéologiquement qu'une victoire par le sacrifice héroïque. Cette tension interne au SS, entre efficacité militaire et pureté idéologique, révèle une contradiction fondamentale. Lorsque les Waffen-SS adoptaient des tactiques professionnelles proches de celles de la Wehrmacht, elles réussissaient opérationnellement, mais cela provoquait une anxiété idéologique au sein de l'organisation. Les registres de pertes allemands sur le front de l'Est sont éloquents. L'étude de Rüdiger Uvermans montre que les divisions des Waffen-SS subirent des taux de perte environ 30% supérieurs à ceux des divisions de la Wehrmacht dans des secteurs comparables entre 1941 et 1943. Ce différentiel ne peut s'expliquer uniquement par une participation à des combats plus intenses. Même dans les mêmes batailles, elles adoptaient des tactiques plus coûteuses. Normandie et le mythe de l'élite. Le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, offrit le théâtre où les contradictions entre la Wehrmacht et les Waffen-SS atteignirent leur expression la plus spectaculaire et la mieux documentée. Les archives britanniques, américaines et allemandes sur la campagne de Normandie sont exceptionnellement complètes, permettant de reconstituer avec une précision peu commune les différences opérationnelles entre les deux organisations. La 12e SS Panzerdivision Hitlerjugend, formée en 1943 avec des vétérans des jeunesses hitlériennes, fut positionnée comme réserve mobile près de Caen. Lorsque l'invasion commença, cette division d'environ 20 000 hommes fut l'une des premières grandes unités blindées à affronter les forces britanniques et canadiennes.
Son commandant, le SS-Brigadeführer Kurt Meyer, dit Panzermeyer, âgé de 33 ans, incarnait le style de commandement SS, agressif, charismatique, idéologiquement engagé, mais doté d'une formation d'état-major limitée par rapport à des officiers équivalents de la Wehrmacht. Le 7 juin, Meyer ordonna une contre-attaque blindée contre des positions canadiennes solidement établies près de l'abbaye d'Ardennes, sans reconnaissance adéquate, sans préparation d'artillerie suffisante et sans coordination avec des unités adjacentes de la Wehrmacht. L'attaque fut lancée frontalement, 2 jours, contre des positions défensives préparées. Les chars canadiens Sherman Firefly, équipés de canons de 17 livres capables de percer le blindage allemand à longue distance, détruisirent 40 Panzer IV et plusieurs Tiger I dans les premières heures. La division subit environ 2000 pertes en 2 jours de combat. Le Generalleutnant Fritz Bayerlein, commandant de la Panzerlehr Division opérant dans un secteur adjacent, écrivit dans son rapport opérationnel du 9 juin « L'attaque SS fut menée avec un courage admirable, mais avec une incompétence tactique impardonnable. Un officier d'état-major correctement formé n'aurait jamais ordonné une attaque blindée frontale contre des positions anti-chars établies, sans reconnaissance, sans suppression préalable par l'artillerie, ni approche couverte. Les chars sont des ressources stratégiques trop précieuses pour être gaspillées en héroïsme théâtral. » Au cours des semaines suivantes, la Hitlerjugend défendit Caen avec une ténacité extraordinaire, mais aussi une rigidité tactique extrême. Hitler avait ordonné que Caen fût tenu à tout prix, et les commandants SS interprétèrent cet ordre littéralement. Ils rejetèrent à plusieurs reprises les suggestions d'officiers de la Wehrmacht de se replier sur des positions défensives plus avantageuses au sud de la ville, permettant une défense en profondeur qui aurait infligé davantage de pertes aux Alliés tout en préservant la force allemande. Le général-feldmarschall Erwin Rommel, commandant du groupe d'armée B responsable de la défense de la Normandie, visita personnellement les positions SS le 14 juin et tenta de persuader Meyer d'adopter une défense flexible. Selon le journal de guerre du groupe d'armée B, Rommel argumenta « La défense rigide de positions urbaines face à la supériorité aérienne et d'artillerie écrasante des Alliés est un suicide. Il faut échanger de l'espace contre du temps, infliger des pertes au moyen de contre-attaques mobiles et préserver nos forces pour des opérations décisives ultérieures. » Meyer rapporta la conversation à son supérieur, le SS Obergruppenführer Sepp Dietrich, qui l'a transmis à Himmler. La réponse fut sans équivoque. Les SS défendent chaque mètre de sol allemand conquis. Se replier est une trahison idéologique, quels que soient les supposés avantages tactiques. Tenez bon. La bataille de Caen se poursuivit jusqu'à la mi-juillet. Lorsque la ville tomba finalement, la Hitlerjugend était passée de 20 000 effectifs à environ 8 000 combattants opérationnels, soit un taux de perte de 60% en 6 semaines. La Panzerlehr Division, qui employa une défense mobile plus souple dans des secteurs adjacents, subit environ 35% de pertes sur la même période, tout en infligeant des proportions similaires de pertes aux Alliés. Les analyses opérationnelles allemandes de la bataille sont révélatrices. L'Oberst Hans von Luck, commandant du 125e régiment de panzergrenadiers, qui combattit à proximité d'unités SS durant toute la campagne, écrivit dans ses mémoires Panzer Commander 1989 « J'admirais le courage individuel des soldats SS, mais leur tactique était criminellement incompétente. Ils défendaient des positions jusqu'à l'anéantissement quand la retraite tactique s'imposait visiblement. Leurs officiers semblaient craindre davantage d'être accusés de lâcheté par leurs supérieurs que de perdre des batailles. » L'opération Goodwood du 18 au 20 juillet, le plus grand assaut blindé britannique de la campagne, fournit un autre exemple. Les divisions SS concentrées autour de Caen repoussèrent l'attaque avec succès, mais à un coût terrible. Les Britanniques perdirent environ 400 chars. Les divisions SS perdirent 75% de leurs véhicules blindés restants et des milliers de soldats. D'un point de vue purement défensif, l'opération fut un succès pour les SS. Mais d'un point de vue stratégique, elle était intenable. Les Britanniques pouvaient remplacer leurs pertes en quelques semaines grâce à la production industrielle. Les Allemands, non. Le général Oberst Heinz Guderian, inspecteur général des troupes blindées, écrivit dans une note à Hitler en date du 25 juillet « Les divisions Panzer-SS ont combattu héroïquement en Normandie, mais leur interprétation littérale des ordres de tenir la position a entraîné des taux d'usure intenables. Nous avons perdu l'équivalent de 3 divisions Panzer en 2 mois.
À ce rythme, nous n'aurons pas de réserve blindée pour défendre l'Allemagne à l'automne. La ténacité doit être équilibrée par l'économie de force. Hitler rejeta l'analyse, arguant que la volonté des SS de se battre jusqu'à la dernière balle les rendait supérieurs précisément parce qu'elle ne comptait pas les coups. Cette réponse révèle l'essence de la divergence. Pour Hitler et pour l'idéologie nazie, le sacrifice avait une valeur intrinsèque indépendant des résultats militaires. Analyse des taux de perte. Les preuves statistiques. Les registres militaires allemands permettent une analyse quantitative des différences opérationnelles entre la Wehrmacht et les Waffen-SS. Bien que ces données doivent être interprétées avec prudence, en tenant compte de variables telles que les attributions opérationnelles, la qualité de l'équipement et les conditions du champ de bataille, les schémas statistiques sont suffisamment constants pour être significatifs. L'étude la plus exhaustive des pertes allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale a été publiée en 2000 sous le titre « Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg ». Sa recherche, fondée sur des dossiers méticuleusement suivis d'environ 18 millions de membres des forces armées allemandes, fournit des données fondamentales. Selon l'analyse d'Overmans, les Waffen-SS subirent environ 314 000 morts et disparus pendant la guerre, sur un effectif total ayant atteint environ 900 000 au plus haut. Cela représente un taux de mortalité d'environ 34,9%. La Wehrmacht subit environ 4,2 millions de morts et disparus sur un effectif total d'environ 13 millions, soit un taux de mortalité d'environ 32,3%. Superficiellement, ces chiffres semblent comparables. Toutefois, l'analyse détaillée révèle des différences significatives lorsque l'on contrôle les variables pertinentes. Les divisions SS étaient théoriquement des unités d'élite recevant la priorité en matière d'équipement, notamment en véhicules blindés et armes lourdes. Avec un meilleur équipement, elles auraient dû connaître des taux de perte plus faibles, non plus élevés. Une analyse particulièrement éclairante provient de la comparaison entre les divisions Panzer SS et les divisions Panzer de la Wehrmacht durant l'offensive des Ardennes en décembre 1944-janvier 1945. La 6e armée Panzer SS, qui comprenait 4 divisions Panzer SS d'élite, opéra dans le secteur nord de l'offensive. La 5e armée Panzer, composée principalement de divisions de la Wehrmacht, opéra dans le secteur central. Les registres opérationnels allemands montrent que la 6e armée Panzer SS avança d'environ 40 km dans les 3 premiers jours, étant stoppée devant Stavelot et la Gleize. La 5e armée Panzer progressa d'environ 65 km sur la même période. Les deux forces affrontèrent une résistance américaine comparable et opéraient sur un terrain similaire. Cependant, les taux de perte différaient nettement. L'historien britannique Anthony Beevor, dans Ardennes 1944-2015, analyse des registres médicaux allemands capturés qui montrent que les divisions de la 6e armée Panzer SS subirent environ 11 000 pertes au cours des 2 premières semaines de l'offensive, tandis que la 5e armée Panzer en subit environ 8 500 sur la même période, malgré une avance plus longue et des combats tout aussi intenses. Les analyses opérationnelles menées par l'état-major allemand après la bataille soulignent des facteurs tactiques spécifiques. Le SS Obersturmbannführer Joachim Peiper, commandant du Kampfgruppe Peiper qui mena l'avance de la 6e armée Panzer SS, dirigea ses forces par des itinéraires directs sans reconnaissance adéquate, provoquant des embouteillages et une exposition à des attaques de flanc américaines. A l'inverse, le général der Panzertruppen Hasso von Manteuffel employa des infiltrations nocturnes, une reconnaissance exhaustive et des itinéraires multiples. Son approche relevait de la doctrine prussienne classique de guerre de mouvement. Peiper suivait le modèle SS d'agression directe, quels qu'en soient les risques. Un document particulièrement révélateur est le rapport du General Inspector der Panzertruppen de février 1945. Ce rapport compare l'efficacité opérationnelle des divisions Panzer SS et des divisions Panzer de la Wehrmacht selon des indicateurs tels que kilomètres gagnés par char perdu, perte ennui infligée par perte propre et durée d'efficacité opérationnelle avant besoin de reconstitution. Le rapport conclut que les divisions Panzer de la Wehrmacht furent environ 22% plus efficaces selon ces indicateurs combinés, bien que les divisions SS aient reçu un équipement supérieur. L'analyse attribue l'écart à une agressivité tactique excessive entraînant une usure inutile des ressources matérielles et humaines. Le point de vue des commandants. Les témoignages de commandants allemands capturés offrent une perspective inestimable sur ces tensions opérationnelles.
Dans l'immédiat après-guerre, le renseignement allié interrogea extensivement des officiers allemands, produisant des milliers de pages de dépositions conservées dans des archives militaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Von Rundstedt fut longuement interrogé par le renseignement britannique en 1945. Ses déclarations sont particulièrement révélatrices. Les Waffen-SS étaient individuellement des soldats courageux, je ne l'ai jamais contesté. Mais leurs officiers manquaient de la formation d'état-major nécessaire pour commander efficacement de grandes formations. Ils confondaient obstination et détermination. Un bon commandant sait quand se replier pour préserver ses forces. Un fanatique ne sait que mourir inutilement. Lorsqu'on l'interrogea spécifiquement sur l'incident de Rostov où Dietrich désobéit à son ordre, il répondit « Dietrich était un nervi du parti sans instruction militaire formelle. Dans n'importe quelle armée professionnelle, il aurait été traduit en cour martiale pour insubordination mettant en danger tout un groupe d'armées. Mais les SS répondaient directement à Himmler et Hitler, rendant impossible une discipline militaire normale. » Guderian apporta une perspective technique dans ses interrogatoires puis dans ses mémoires Panzer Leader 1952. Les divisions Panzer SS recevaient les meilleurs chars Tiger et Panther, mais les employaient fréquemment d'une manière qui annulait leurs avantages techniques. Un Tiger était optimal pour l'embuscade et la défense en profondeur. Les commandants SS les utilisaient souvent en attaque frontale, où leur faible mobilité et leur silhouette haute les rendaient vulnérables. Nous avons perdu des chars irremplaçables parce que des commandants sans formation adéquate ne comprenaient pas les capacités et limites de leur matériel. Gerd von Schweppenburg fournit l'analyse la plus technique. Dans un long rapport rédigé en captivité en 1946, il analysa spécifiquement la Hitlerjugend. Cette division était composée de jeunes fanatiquement courageux mais tactiquement naïfs, commandés par des officiers dont la sélection privilégiait la loyauté politique au détriment de la compétence militaire. Le résultat était prévisible, de la bravoure gaspillée par l'incompétence. Les témoignages d'officiers SS capturés offrent le contrepoint nécessaire. Le SS-Brigadeführer Fritz Kremer, chef d'état-major de la 6e armée Panzer-SS, défendit les tactiques SS d'un point de vue idéologique. Les généraux de l'armée pensaient que nous étions fous d'attaquer quand il fallait consolider, de tenir quand il fallait se replier. Ils ne comprenaient pas que nous ne combattions pas seulement pour des objectifs territoriaux ou des avantages tactiques. Nous combattions pour démontrer la supériorité de la volonté. Voilà la différence entre la guerre matérielle, que les généraux de l'armée comprenaient, et la guerre idéologique que les SS menaient. Cette déclaration résume parfaitement la divergence fondamentale. Pour Kremer et pour l'idéologie SS, la guerre ne consistait pas à atteindre des objectifs politiques par des moyens militairement efficaces, mais à démontrer une supériorité raciale et spirituelle. Le sacrifice avait une valeur intrinsèque, indépendante des résultats tactiques. Conclusion. Le fanatisme comme doctrine militaire. L'analyse des preuves documentaires, statistiques et testimoniales converge vers une conclusion fondamentale. Les Waffen-SS opéraient selon une doctrine militaire qui privilégiait systématiquement le fanatisme idéologique au détriment de l'efficacité tactique. Il ne s'agit pas simplement de propagande ou de perception ennemie, mais d'une réalité opérationnelle documentée dans les propres registres militaires allemands. La question « élite du Reich ou chair à canon » appelle une réponse nuancée. Les Waffen-SS étaient simultanément les deux, et c'est précisément cette contradiction qui révèle quelque chose d'essentiel sur la nature du régime nazi. Elles étaient une élite en termes d'équipement, de sélection idéologique et de priorité politique. Elles recevaient les meilleurs chars, les meilleures armes et un accès privilégié aux ressources. En ce sens, elles incarnaient l'idéal nazi du guerrier racial supérieur. Mais paradoxalement, cette même idéologie qui les définissait comme élite les condamnait à des taux de perte qui, objectivement, en faisaient de la chair à canon pour une cause perdue. Le fanatisme, censé être leur plus grande force, constituait en même temps leur faiblesse tactique fondamentale. Le refus de se replier tactiquement, l'insistance sur des attaques frontales contre des positions préparées, l'interprétation littérale des ordres de tenir à tout prix, tous ces comportements réduisaient l'efficacité militaire réelle. Les chiffres sont sans équivoque.
Les divisions des Waffen-SS connurent environ 30% de pertes supplémentaires par rapport à des divisions comparables de la Wehrmacht, malgré un meilleur équipement. Ce n'est pas le profil d'une élite militaire au sens professionnel traditionnel. C'est celui d'une organisation idéologique prête à sacrifier l'efficacité militaire au nom de la pureté doctrinale. La tension entre la Wehrmacht et les Waffen-SS n'était pas un simple frottement bureaucratique. Elle représentait un conflit fondamental entre deux conceptions de la guerre. La Wehrmacht, malgré toutes ses complicités criminelles, conservait des vestiges de la tradition militaire prussienne qui voyait la guerre comme un instrument politique à conduire efficacement. Les Waffen-SS incarnaient la vision nazie de la guerre comme épreuve raciale existentielle où le sacrifice a une valeur intrinsèque. Cette divergence explique pourquoi des commandants professionnels de la Wehrmacht critiquaient les tactiques SS. Ce n'était pas une objection morale, mais professionnelle. Du point de vue militaire classique, gaspiller des ressources humaines par un fanatisme mal appliqué relève de l'incompétence, quelles que soient les motivations idéologiques. L'histoire des Waffen-SS illustre un paradoxe plus large du régime nazi. L'idéologie censée rendre l'Allemagne invincible portait en elle les germes de la défaite. Le rejet nazi de la pensée militaire professionnelle au profit du fanatisme idéologique contribua directement à la catastrophe militaire allemande. Les mêmes qualités célébrées par la propagande, ténacité fanatique, volonté de sacrifice, refus de reculer, se révélèrent tactiquement contre-productives dans la guerre moderne contre des ennemis dotés d'une supériorité matérielle. Les témoignages de commandants capturés montrent que cette contradiction était comprise par des professionnels militaires allemands durant la guerre, mais la structure politique du régime nazi rendait impossible toute correction. Critiquer les tactiques SS, c'était critiquer l'idéologie nazie elle-même. L'héritage des Waffen-SS dans l'historiographie militaire est complexe et souvent déformé. Des apologistes d'après-guerre ont bâti des mythes sur leur extraordinaire efficacité militaire. Mais les registres militaires allemands déclassifiés racontent une autre histoire. Des unités combattantes avec un courage indiscutable, mais une compétence tactique souvent discutable, subissant des pertes disproportionnées en raison d'une doctrine qui valorisait le fanatisme plutôt que la préservation de la force. Pour les étudiants d'histoire militaire, le cas des Waffen-SS offre une leçon durable. Le fanatisme idéologique ne remplace pas la compétence professionnelle dans la guerre moderne. Des armées efficaces exigent un commandement capable d'équilibrer courage et jugement, détermination et flexibilité, engagement idéologique et réalisme tactique. Les Waffen-SS sacrifièrent cet équilibre sur l'autel de la pureté idéologique, et les taux de perte en documentent les conséquences. Les documents sont clairs, les Waffen-SS furent l'élite idéologique du régime nazi. Mais cette même idéologie en fit quelque chose à quoi aucune organisation militaire véritablement professionnelle ne devrait aspirer. De la chair à canon prête, voire enthousiaste, pour une cause condamnée militairement et moralement dès l'origine.